Transidentité, une série réalisée par Catherine Carpentier de Laisse ton empreinte et Sylvie Corrène. Des mamans témoignent. 5e épisode, ce qui a aidé ou a rendu plus difficile l'accompagnement de leur enfant. Je ne crois pas que j'ai envie de retrouver Elsa, parce que Elias est bien mieux qu'Elsa, et puis parce qu'il est plus en accord avec lui, et puis qu'il est plus heureux, et toutes ces choses. La transidentité de mon fils a été, pour moi, est une richesse extraordinaire. Extraordinaire, et sans fin. Il avait toujours en tête d'être un garçon. Donc, moi, à un moment donné, voilà, je me suis dit, je ne vais pas aller à l'encontre. Il nous l'a dit plus tard. J'ai essayé de vous faire plaisir, mais non, je me sens garçon. Notre fille aînée avait... Enfin, j'ai plus de fille aînée, en fait, j'ai une fille tout court. Mais vous voyez, c'est encore à venir. Donc, elle venait d'avoir son bac et on s'était dit que ce serait chouette de partir tous les 4 aux États-Unis. Et moi, je m'étais fixé l'idée de laisser Elsa là-bas et de revenir avec Elias. C'est encore un peu plein d'émotions, alors que ça fait longtemps, bizarrement. Mais bon, c'est comme ça. Il y avait un bel endroit et on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit que c'était bien de la déposer là. C'était un beau moment tous les 4 et je me suis dit que ce beau moment-là et ce bel endroit-là pouvaient suffire à passer à autre chose, quoi. Et je crois quand même que techniquement, ça m'a un peu aidée, je crois. Ce qui m'a manqué, quand Samuel a fait son coming out et où je me suis effondrée, mais vraiment sans aucune connaissance de rien, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise juste à ce moment-là, ne t'inquiète pas, ça fait peur, mais voilà, je vais te présenter les choses simplement, objectivement, de manière factuelle et sourcée. Tu en feras ce que tu voudras, tu feras ton chemin. Et si tu as besoin de parler ou de poser des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Et donc je me suis engagée auprès de l'association Transparent, qui est une association lyonnaise, qui est présidée par Mireille Biol, qui est à Lyon, mais qui a des adhérents un peu partout en France, où on met en avant la pérédance justement pour l'entourage des enfants ou des adultes trans. Ça peut être les parents, les grands-parents, les parrains, les marraines, les tatas, les tontons, enfin voilà. C'est toute la famille qui est en transition parce que forcément ça vient nous chahuter, ça bouleverse un peu les codes, que ce soit éducationnel, religieux. On se pose énormément plein de questions. On est toujours dans le doute, mais de toute façon, avec une seule optique, c'est qu'il aille mieux. Donc on a décidé de tout faire pour qu'il se sente mieux. Alors ce qui nous a aidé pendant la transition, le parcours de transition d'Elias, c'est l'opportunité d'entrer dans le groupe de parents qui est donc rendu disponible par le CHR de Lille. Moi, j'ai vraiment eu cette chance de ne pas être un monoparent et donc d'avoir un mari à mes côtés très silencieux, mais qui était vraiment à l'écoute et qui venait surtout pour qu'on puisse en discuter après. Alors, il n'y a pas d'enfants qui viennent dans le groupe de parents, mais il y a des grands-parents. Et ça nous a aidés aussi parce que moi, en tout cas, ça m'a encouragée pour le dire, parce que c'est une chose de vivre la transition de son enfant, mais après, il faut le dire aux autres. Et pour le dire à nos parents, c'était pas simple, parce que les parents de mon mari étaient très âgés, et on a présupposé qu'ils pourraient pas comprendre, en fait. On a eu bien tort, parce qu'ils ont accepté de l'appeler Elias tout de suite. Donc on a eu vraiment de la chance d'avoir une famille comme ça, parce que ça n'a pas été du tout dans la douleur, quoi. J'ai un mari qui est un extraordinaire écoutant et qui lui a pris la chose de manière très calme, très, très pacifiée. On n'en a presque même jamais discuté. Donc c'était aussi très, très confortable, quelque part, de ne pas non plus être en conflit avec mon conjoint. On a toujours été très clair là-dessus. Notre enfant n'est pas malade. Notre enfant va pas forcément très bien pour l'instant. Justement, on va l'accompagner. Par contre, mon mari lui a insisté et c'est lui qui a initié le fait que Samuel aille voir un psychologue.
Donc c'est pour ça qu'on l'a aiguillé avec son accord, bien sûr, vers la maison des ados, parce que je travaillais en face à l'époque, il y a quelques années, je savais que ça existait. Tout s'est pas tellement toujours bien passé, notamment déjà Bruno, son père, c'est vrai que pour lui au début c'était un peu une folie, quoi. Puis c'est peut-être moi qui l'avais peut-être orienté aussi vers ça, c'est vrai, de toujours le suivre. Là ça va mieux, je pense, depuis quelques temps, mais ça a été très dur, et je pense aussi que Bruno avait peur de la réaction de son côté de sa famille, qui est une famille agricole. Nous, on l'a dit très tôt de mon côté, donc mes parents sont plutôt originaires de côté de Lille, et quand on leur a annoncé, ça les a pas du tout. Donc voilà, je sais qu'avec la mère à Bruno, enfin sa grand-mère, c'est très compliqué. Elle dit toujours elle, de toute façon, donc là-bas, ils cherchent pas à aller, quoi. C'est pas parce qu'on accompagne un enfant dans ce circuit-là que les autres enfants n'ont plus leur place. À un moment, ça nous est déjà arrivé de dire « Non mais t'es pas le centre du monde ». Et il y a d'autres choses autour, il y a d'autres personnes qui vivent autour de toi. Et c'est pour ça que quand je parle, moi j'ai toujours le réflexe de dire j'ai une grande de 19 ans et demi et j'ai un ado de 14 ans et demi. Il demande beaucoup, c'est chronophage, c'est énergivore, voilà, mais il faut trouver un autre équilibre avec ces enfants parce que les autres ados, ils ont aussi d'autres problèmes d'ados. La transidentité, c'est en plus des autres problématiques qu'on peut traverser avec un adolescent. On aurait peut-être tendance à être un peu dans la surprotection parce qu'ils vivent ce parcours-là et que c'est très cyclique et qu'en effet c'est l'ascenseur émotionnel et qu'on est toujours en veille et tout ça. Donc voilà, faut pas oublier de trouver et d'accorder du temps, ce qu'on fait aussi avec la plus grande, des moments de parole, des journées soldes, des choses comme ça, parce que il faut quand même être là pour lui. Et puis ensuite, il est entré en seconde, dans un lycée où il y avait un petit peu de personnes qui connaissaient, mais pas trop, mais dans lequel je suis aussi prof. Et donc, alors c'était quand même un choix aussi, parce qu'on s'était dit que ça faciliterait les choses administratives. Ne serait-ce que d'aller voir le chef avant la rentrée des classes pour que n'apparaisse pas son prénom de naissance dans les listes. Elias est entré au lycée, mais il est entré avec l'idée de vouloir juste être un garçon et pas un garçon trans. Et quand on y réfléchit avec lui maintenant, avec le recul, c'était sans doute une erreur. Je lui avais partagé l'idée qu'il me semblait qu'il était préférable qu'il n'ait pas de secret, mais je respectais aussi le fait qu'il ait envie de changer de vie, de peau, de tout ce qu'on pouvait dire. Elias a commencé à entendre un prénom qui revenait en écho. Et puis aussi, comme il a eu la malchance d'être prénommé avec le prénom de la Reine des Neiges, il a entendu aussi beaucoup la chanson de la Reine des Neiges quand il passait, jusqu'à ce que ça lui devienne insupportable. Et donc il a fui le lycée, il est rentré, et puis il nous a dit « Je n'y retournerai plus jamais ». Alors là, on s'est dit, ça commence à faire beaucoup pour nous, mais il va falloir quand même arriver à faire quelque chose. Il était aussi sous bloqueur et ça, c'est vrai que ça le fatiguait aussi beaucoup. Je pense que ça a joué dans son état aussi peut-être de surinterprétation des choses, parce que peut-être qu'aujourd'hui, il se dirait que c'était pas si grave. Mais bon, à ce moment-là, en tout cas, il n'était pas en état d'accepter ça. Et puis nous non plus, parce que c'est vrai que c'est déjà très violent au sein même de la famille, mais quand l'extérieur renvoie quelque chose, c'est quand même difficile. Donc je suis allée voir ma chef et je lui ai demandé si je pouvais intervenir dans la classe de mon fils, puisque je n'étais bien sûr pas sa prof, mais... Donc en ça a été effectivement facilitateur que je sois prof dans ce lycée finalement. Cela dit, cette heure-là est une heure un peu suspendue dans ma vie, une heure à la fois extrêmement difficile, parce que là, je n'étais plus prof, quoi. Il fallait que je sois... Et je leur ai dit d'ailleurs que je ne m'adressais pas à eux en tant que prof, mais bien en tant que mère d'Elias, et qu'il fallait absolument que je leur explique sa situation pour qu'ensuite on puisse essayer de trouver des solutions. Donc je leur ai dit que j'acceptais tout à fait qu'ils ne connaissent pas la transidentité, qu'ils aient trouvé ça drôle, peut-être même intriguant, qu'ils aient voulu en savoir davantage. Enfin, ça ne me dérangeait pas. Mais qu'à partir du moment où je leur aurais expliqué les choses, qu'on entrait bien dans de la discrimination et que je n'avais pas l'intention de laisser faire. Voilà. À la fin, donc je leur ai dit, si vous avez un peu d'amitié pour lui, écoutez, envoyez-lui un petit message,
encouragez-le à revenir parce qu'il faut qu'il revienne à l'école. Ce qu'ils ont fait. Donc on a eu une après-midi où Elias a beaucoup pleuré, mais s'est senti quand même aimé. Sur Paris, il y a un observatoire qui est extraordinaire, qui fait des choses vraiment très qui mène des projets aussi très intéressants. C'est sur Internet, hein, n'hésitez pas. Sur l'île, il vient d'être installé le 17 mai, justement, le jour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, transphobie et biphobie. Le but de la chose, c'est vraiment d'accompagner les équipes, accompagner les élèves le mieux possible, et puis voilà, de rendre les écoles les plus inclusives possibles. Donc il y a un groupe de réflexion, je dirais, et un groupe qui va mettre en place des actions. Voilà, on commencera l'année prochaine, j'ai hâte. Parce que l'homophobie et la transphobie tuent, et que ça arrive encore, et que ça ne doit plus arriver du tout. C'est vrai qu'à l'école, on a eu quelques anicroches. On est dans une école en milieu rural, dans un village, des classes qui sont mélangées. Donc 3 classes qui vont de la petite section au CM2. Et avec, moi j'ai découvert ça, un petit retour en arrière. Moi j'ai été assez étonnée, c'était vraiment, on mettait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Moi je ne savais même pas, c'est quand j'ai vu les soucis que Charles Alfred ça lui a apporté que je dis, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait venir un psychologue de l'école, parce qu'en clair, en classe, il ne supportait pas qu'on le met au niveau des filles, qu'on lui donne ce pronom féminin. Donc c'était des crises. J'ai su après, il se scarifiait, c'est-à-dire qu'il se griffait lui-même au niveau de la peau pour se calmer, pour ne pas entrer en colère vis-à-vis des autres. Après, quand il est arrivé au collège, plus ou moins, plus grand établissement, on passe d'une école de village dans tout de 60 enfants, mais en 3 classes réparties, à un établissement qui fait collège-lycée avec 1000 élèves. Donc lui, ça lui a très bien réussi. Au contraire, on se noie, mais en même temps, il ne s'habille pas comme les autres. Il n'aime pas. Il n'aime pas être comme les autres. Et il assume complètement, et ça fait partie aussi de son choix de dire très vite qu'il veut être un garçon, il l'assume. Et si les autres, ça ne leur plaît pas, c'est leur problème, ce n'est pas le sien. Comme certaines épreuves de vie parfois font relativiser, je dirais qu'en fait on se projette plus à long terme. C'est au jour le jour, avec un seul souci, et c'est qu'il soit bien, qu'il progresse socialement, qu'il évolue correctement, qu'au niveau de l'école il continue un cursus scolaire classique, qui continue à être suivi par l'unité et les consultations régulières qui lui font beaucoup de bien, auxquelles on participe, qu'on continue le chemin avec l'endocrinologue jusqu'au prochain traitement. Le but, c'est son épanouissement, en fait. Je pense que la transition d'Elias, elle est terminée. Mais la nôtre de parents trans est encore en marche. Mais pour Elias, les choses, il nous l'a dit souvent, la transidentité n'est plus un sujet. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il va bien, qu'il va mieux. Ce chemin, en fait, que Samuel a vraiment initié, m'a vraiment rendu meilleure. Prochain épisode, un pédopsychiatre, une militante et une consultante concernées témoignent. Accompagner les jeunes en transition de genre.